On est le 22 juillet 2024. À 5 jours de la cérémonie d'ouverture, Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques, des athlètes et des touristes du monde entier. Mais pour certaines équipes, les derniers ajustements avant la compétition se déroulent loin de la capitale française. C'est à Saint-Étienne, à quelques centaines de kilomètres au sud-est de Paris, que l'équipe de la Nouvelle-Zélande s'entraîne avant d'affronter le Canada pour ce premier match du tournoi de soccer des Jeux Olympiques. Quand soudain, les joueuses aperçoivent quelque chose de suspect. It's a bit of a shock. Well, we had broken training for a bit and we could hear the drone, and then one of the girls pointed at it, but there was a bird flying by and we thought she was losing her mind, but we all, spotted the drone. Yeah, we definitely heard the noise and we all spotted it. We're starting with big news. Spying scandal. Scandale d'espionnage par drone. They have been cheating. Why would Canada do this? Ce scandale a fait le tour du monde. Les journaux du monde entier se sont indignés de voir le Canada tenter de tricher dans une compétition où le respect et les valeurs éthiques sont primordiaux. Mais l'espionnage ne serait en réalité que la pointe de l'iceberg des problèmes qui rongent une des plus riches et des plus importantes fédérations sportives au pays. I'm Andrea Neal. I'm a former player, a former captain within the women's national soccer team. I played in 4 World Cups as an athlete, and a 5th I attended as an assistant coach. I have a lot of memories, some peak memories of finishing 4th in the World Cup. But now, through a different lens, I can look back through the experience and see it in different ways, see what was healthy and what was not. Once I went over to the other side of the sideline, I felt I could stand up and inquire that much more. So I did see behind the veil. It is important for Canadians to know what is going on. Cette légende du soccer canadien est ce qu'on pourrait appeler une lanceuse d'alerte. Ancienne capitaine de l'équipe nationale, Andrea Neal se bat depuis des années pour dénoncer l'opacité de l'une des organisations sportives les plus puissantes au pays. Part of the reason why the problems continue on is that there are certain people who are exploiting it for self-serving ways. Most people don't really know the depth of what is going on. En 2023, elle s'est même présentée devant un comité de la Chambre des communes. In the past, anyone who has asked for accountability or proper governance was exiled from the Federation or silenced. This toxic and authoritarian culture needs to end. Après sa carrière sportive, Andrea Neal est devenue l'entraîneuse adjointe de l'équipe nationale. Et dans de nombreux échanges qu'elle nous montre, elle déplorait déjà, avec ses collègues, le manque de transparence de Canada Soccer concernant les finances et l'utilisation de fonds publics destinés au programme féminin. The players and the staff were asking, why did a camp get canceled without question? She struggled for 2.5 years to ask the question of where is the money going. But these are our dialogues. Mais ces réponses, Andrea Neal ne les a jamais obtenues. Et tout ce qu'elle constate depuis quelques années, comme lors de l'enquête de Canada Soccer sur l'espionnage aux Jeux Olympiques, lui rappelle ce qu'elle a vécu. It's absolutely the same pattern because the timing with which that they do things in a dismissive way, the lack of transparency about getting numbers. Ces questions autour des finances de Canada Soccer sont au cœur des plaintes répétées des joueurs, mais surtout des joueuses de l'équipe nationale. À plusieurs reprises, elles ont fait grève ces dernières années pour dénoncer l'opacité de l'organisation et un traitement financier inéquitable. Pourtant, le soccer ne manque pas d'engouement au Canada. Il y a aujourd'hui près d'1 million de participants. C'est même le sport le plus pratiqué au pays, loin devant le hockey. Et c'est très bénéfique pour les caisses de la fédération, puisque pour chaque inscription dans un club, Canada Soccer récupère 9 $, une part qui va même grimper à 13 $ cette année. L'an passé, l'organisation a aussi obtenu 4,8 millions de dollars de subventions gouvernementales.
Canada Soccer gère donc chaque année plus de 10 millions provenant des contribuables et des familles canadiennes. Mais alors, d'où viennent les problèmes comptables de Canada Soccer? Pour avoir des réponses, il faut se pencher sur leurs états financiers. Quand j'ai lu les documents, j'étais déjà persuadé qu'il y avait un problème majeur avec Canada Soccer, mais c'était encore pire que nous avons cru. Le député libéral Anthony Hosfaver fait partie des rares parlementaires qui ont exigé des comptes à Canada Soccer. Lui et ses collègues ont découvert que l'organisation ne respectait pas la loi en ne publiant pas ses états financiers. C'est opaque, c'est un manque de transparence. Toutes les fédérations du sport au Canada devraient publier chaque année leur état financier, leur bilan. Je trouve que c'est ridicule de dire que vous pourriez garder ces chiffres en privé quand vous recevez l'argent des contribuables. Face à ce manque de transparence, des parlementaires ont donc réclamé une série de documents. Et en guise de réponse, Canada Soccer a émis une demande plutôt étonnante. Dans cette lettre que nous avons obtenue, le patron de l'organisation réclame que les députés détruisent toutes les copies d'une entente que Canada Soccer a signée quelques années plus tôt avec une compagnie privée. Mais on a pu mettre la main sur ce contrat ultra confidentiel qui n'a jamais été dévoilé publiquement. Cette entente lie Canada Soccer à une entreprise privée, CSB, Canadian Soccer Business. Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et lui donne le droit exclusif de solliciter, d'élaborer, de négocier et de signer toute entente de commandite et toute entente de diffusion. Mais l'argent obtenu par ces ententes va quasiment uniquement dans les poches de cette compagnie privée. En échange, Canada Soccer reçoit une somme annuelle fixée entre 3 et 4 millions de dollars. Je m'appelle Martin Leclerc, je suis chroniqueur, columniste à Radio-Canada Sport. Quand j'entends Canada Soccer, je pense à une fédération qui est extrêmement mal gérée. Juste pour donner un exemple, Canada Soccer a environ 1 million de membres au Canada. C'est 2 fois le membership de Hockey Canada, à peu près. Hockey Canada touche des revenus de commandite d'à peu près 20 millions par année. C'est quand même considérable. On peut arguer qu'avec la présentation d'une Coupe du monde très prochainement au Canada, avec la montée fulgurante de la popularité des équipes nationales féminines et masculines, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'argent que 3 ou 4 millions par année à aller chercher en termes de commandite. Et ce n'est pas tout. On a découvert que cette entente peut être prolongée jusqu'en 2037, sans que Canada Soccer n'ait son mot à dire. C'est une période énorme. Ces contrats-là sont généralement pour 3 ans à 5 ans. Ce contrat-là était pour 10 ans avec un droit unilatéral de continuer pour 10 ans de plus. J'ai jamais vu quelque chose de même. On a montré cette entente et les états financiers de Canada Soccer à ce spécialiste en criminalité financière et en finance corporative. Quand vous lisez cette entente-là, vous posez des questions? Énormément. Lorsqu'on regarde les états financiers, la première fois qu'on voit apparaître une information sur CSB, le Canada Soccer Business, c'est en 2022. C'est juste une note en bas de page, mais ce contrat-là, lorsqu'on fouille un peu plus, a été signé en 2018 et a pris effet le 1er janvier 2019. Donc, si on se fie aux bonnes pratiques des entreprises, on aurait pu déjà le mentionner. En 2019, ça aurait dû apparaître de façon explicite parce que le contrat a commencé à prendre effet. Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce contrat-là, on a mis l'avenir du soccer canadien dans les mains d'hommes d'affaires privés? Oui, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, la question principale qui touche le contrat, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont accepté d'avoir tellement peu d'argent? Donc, pour moi, ça, c'est la grande question. I have talked to former board members that have challenged what is going on behind closed doors in the board, and their situation was made very, very difficult. On a justement tenté d'interroger des membres du conseil d'administration. L'un d'entre eux a accepté de nous parler, à condition de protéger son identité. Selon lui, cette entente leur a été imposée. On était quelques-uns à être inconfortables. On avait compris que la situation était préoccupante et plusieurs clauses n'étaient pas dans les meilleurs intérêts de Canada Soccer. Mais ce deal n'était malheureusement qu'un des nombreux problèmes de Canada Soccer depuis longtemps. Et toutes ces merdes, ça se passe derrière des portes closes.
D'un point de vue sportif, le Canada vit actuellement ses plus belles heures. Après une qualification historique à la Coupe du Monde 2022, l'équipe masculine participera au prochain mondial qui sera co-organisé au Canada avec de bonnes ambitions. Mais derrière cette ambiance festive se cachent des coulisses nettement plus sombres. I think there's a lot of built-up emotions with many different players and former alumni and people who have been involved. I'm concerned that there's far too much harm that has been caused over the years. C'est l'opacité de Canada Soccer qui inquiète particulièrement Andrea Neil, l'ancienne capitaine de la sélection féminine. If there's a lack of transparency and you can't be forthright with who is earning what and how, and the types of financial pictures out there, then we have to question. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter. Dans les derniers mois, on a parlé à plus d'une quarantaine de personnes liées à Canada Soccer, que ce soit d'anciens joueurs, des dirigeants ou des employés de l'organisation. Par peur de représailles, la grande majorité ont exigé de taire leur identité. Comme cet entraîneur qui dénonce ce contrat signé entre sa fédération et une entreprise privée qui est longtemps resté secret. On n'était pas au courant du contrat qui avait été signé. On ne connaissait pas le contenu. Tout ça, c'est épouvantable. Et ceux qui ont fait ça, ils sont dans un rôle de presque intouchable. Et c'est aussi ce que nous a confié un ancien membre du conseil d'administration. Ce n'était pas vraiment une négociation. On avait beaucoup de questions. On voulait avoir plus d'informations. On a jeté tous les droits et tous les intérêts de Canada Soccer à l'eau parce que certains voulaient obtenir cette signature. Cette entente-là sent extrêmement mauvais parce qu'il n'y a personne au monde qui aurait accepté de s'attacher les mains pendant 19 ans avec une entreprise qui n'a jamais fait ses preuves dans ce domaine-là. Et on a tout cédé, le patrimoine, donc les bijoux de famille à cette compagnie-là, pour un prix qui semble absolument ridicule. Mais avec qui Canada Soccer a-t-elle décidé de lier son destin? En bas de ce contrat, on retrouve la signature de Scott Mitchell, le patron de Canadian Soccer Business. Scott Mitchell est un homme d'affaires aussi discret qu'omniprésent dans la sphère sportive canadienne. Depuis plus de 15 ans, il dirige l'équipe canadienne de football des Tiger Cats d'Hamilton. Il est aussi le cofondateur et le patron de la nouvelle Ligue canadienne de soccer, qui réunit 8 équipes, dans laquelle il dirige le club de Forge en Ontario, tout en étant au conseil d'administration d'une autre équipe de la même ligue à Halifax. Pour cet agent de joueur, quelque chose ne tourne pas rond. Il y a trop d'intérêts privés. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont dans ce sport-là actuellement, pas pour les bonnes raisons, mais vraiment pour aller toucher de l'argent. Et il y a des gens qui sont à l'intérieur même de Soccer Canada qui nous donnent cette impression-là. Mais ce qu'on a découvert, c'est que Scott Mitchell est aussi le patron de Timeless, une firme impliquée dans la diffusion des matchs des équipes canadiennes de soccer. Dans le cadre d'un conflit avec un groupe de télécommunications, il a envoyé l'été passé une lettre dans laquelle il affirme que son entreprise Timeless contrôle en réalité la chaîne One Soccer. One Soccer, c'est justement celle qui a obtenu les droits de diffusion dans l'entente avec Canada Soccer qui a été signée par Scott Mitchell lui-même. Cette personne-là est donc membre de la Ligue canadienne de soccer et le signataire de l'entente est celui qui vend les droits et il se les vend donc à lui-même. Donc, il porte 3 chapeaux en même temps. Il tombe de l'argent dans les 3 chapeaux et les 3 chapeaux qu'il tient ont des objectifs différents. Alors oui, c'est un conflit d'intérêts majeur. C'est la personne qui prend les décisions, qui négocie et qui profite des revenus de cette négociation-là. Et lorsque l'argent des contribuables se retrouve dans les mains d'une entreprise qui ensuite délègue une partie de ses activités à une entreprise privée, c'est un peu notre argent qui se retrouve dans les poches peut-être de cet individu-là. La FIFA elle-même, qui n'est pourtant pas un modèle du genre, a déjà mis en garde Canada Soccer. Dans cette note datée de 2019 qu'on a trouvée grâce à la loi d'accès à l'information, l'un des responsables de l'instance mondiale a prévenu Canada Soccer qu'elle a une grande marge de progression dans le domaine des conflits d'intérêts. On a contacté Scott Mitchell, qui dément tout potentiel conflit d'intérêts. À ses yeux, ces investissements ont permis au soccer canadien de rayonner.
Il y a plus de Canadiens qui travaillent à temps plein dans le soccer au pays à l'heure actuelle qu'à tout autre moment de l'histoire grâce aux énormes montants d'argent qui ont été investis par Canadian Soccer Business et ses partenaires. Canada, Mexico and USA have been selected. Ce qui est certain, c'est que les commanditaires se bousculent en ce moment, dans l'optique d'être bien en vue lors de la Coupe du Monde 2026, organisée en Amérique du Nord. Des marques comme Carlsberg, Gatorade et TikTok se sont récemment associés avec Canada Soccer. Mais c'est CSB, cette compagnie privée, qui empochera l'intégralité de ces contrats de partenariat, dont les montants n'ont pas été divulgués. Avec l'entente actuelle, elle reste telle quelle, on se prive de gros montants d'argent. L'homme à l'origine de l'entente entre Canada Soccer et CSB, c'est lui, Victor Montagliani. C'est lui et son successeur Nick Bontis que Scott Mitchell a salué sur les réseaux sociaux en mars 2018, en le définissant comme le créateur de cette opportunité, quelques mois avant même que cette entente ne soit formellement signée. Montagliani, c'est le président de Canada Soccer de 2012 à 2017. Il est maintenant l'un des dirigeants les plus influents et les mieux payés du soccer mondial. Selon nos sources, un climat toxique et une opacité se seraient développés sous son règne, et d'après cet ancien haut dirigeant, il serait celui qui continue de tirer les ficelles du soccer canadien. Montagliani est très charismatique. C'est un bon politicien, un fin renard. Il a su naviguer au sein d'une solide mer de requins blancs. Moi, le seul endroit où j'ai dû longer le mur pour éviter d'avoir des couteaux dans le dos, c'était dans le monde du soccer. Il y a une omerta, car il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est un nid de guêpe. Tout le monde ferme sa gueule. C'est aussi ce que nous a confié cet entraîneur. Moi, je ne peux pas parler publiquement. Si je le fais, je ne suis pas barré qu'au Canada, je suis barré partout où ils peuvent me barrer. Il y a une culture de la peur qui va toujours exister. Montagliani n'a pas répondu à notre proposition d'entrevue. Mais interrogé par un comité parlementaire en 2023, il a tenté de minimiser son rôle autour de l'entente avec CSB. Est-ce que vous referiez la même entente? I don't know all the details of the specifics of all the clauses of the agreement, but I can tell you the principle of this agreement is no different than what happens throughout the world, because the aggregation of your assets is the only way to build equity in your game. After I left the Canada Soccer Association, I wasn't involved at all with any of these negotiations. C'est une culture de petits amis et qui demeure extrêmement toxique. Le député du Bloc québécois Sébastien Lemire se penche depuis des années sur ces liens entre Canada Soccer, des hommes d'affaires et les plus hautes instances mondiales. Le sport au niveau mondial, c'est une machine à imprimer du fric de façon épouvantable. Surtout le soccer, surtout la FIFA. Je pense qu'une des choses qui est les pires dans le contexte du sport en général, mais particulièrement le soccer, c'est cette industrie du camouflage-là. C'est pas parce que tu dis à quelqu'un qu'il doit fermer sa gueule que nécessairement il faut que ça se produise. Au contraire, il y a des vérités qui doivent sortir et la culture du sport au Canada et particulièrement du soccer, bien, ça a été celle de l'argent et celle du camouflage. Si Montagliani a quitté Canada Soccer, c'est parce qu'il a obtenu un poste plus important après qu'un scandale mondial de corruption ait touché les principaux dirigeants de la FIFA et de la CONCACAF, l'organisation qui dirige le soccer en Amérique du Nord. Plusieurs des anciens dirigeants ont été accusés de toucher des pots de vin, notamment dans le cadre d'accords commerciaux et de télédiffusion avec des entreprises privées. Alors qu'il faisait partie à l'époque des administrateurs de la CONCACAF, Montagliani n'a jamais été visé par ces accusations. Dans la foulée de ces arrestations, il est devenu le président de cette organisation internationale, tout en étant au cœur de la création de cette entente pour Canada Soccer, qui profite essentiellement à une entreprise privée. Moi, ce qui me choque là-dedans, qui me questionne le plus, c'est pas l'intérêt public qui est servi et c'est extrêmement gênant. Donc, à un moment donné, cet argent-là, je le répète, doit aller aux bonnes places et c'est le développement du sport en général au Canada, au Québec, auprès des athlètes, auprès des jeunes, auprès des enfants. C'est pas ce qui se passe présentement. Ça devient une grosse business, une business de pouvoir. I think the industry of football in this country has done a tremendous job over the last 12 years, maybe even 15. Alors qu'il n'a pas répondu à nos questions, Victor Montagliani a défendu son bilan et ses actions dans une entrevue diffusée en décembre sur la chaîne contrôlée par Scott Mitchell. We changed strategically how we actually do business at the CSA. Sure, has there been hiccups? Has there been people falling down? Yeah, absolutely. But that's the journey
of a real footballing nation. Welcome to football, Canada. The incident with drones and Soccer Canada was extremely unfortunate. You don't need a royal commission every time somebody gets a red card. It happened. It wasn't a good thing. They were penalized for it. That's why there have been consequences. That's why we continue to ensure there are follow-ups on that. It happened. They got caught in Paris. They went to the judicial system of football. Boom, and it happened. Get on with it. We'll get to... Mais faut-il vraiment tourner la page sur cet épisode d'espionnage, comme le suggère Victor Montagliani, l'ancien président de la fédération devenu l'un des hommes forts du soccer mondial? Car en réalité, après les cachettes financières de Canada Soccer, on découvre que ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques cache là encore un autre scandale. Pour bien comprendre l'ampleur de ce nouveau problème qui touche Canada Soccer et sa réputation, faut retourner en France. C'est ici, le 22 juillet, derrière ces arbres autour d'un terrain d'entraînement de Saint-Étienne, que s'est caché le Canadien Joël Lombardi et son drone pour espionner l'équipe de la Nouvelle-Zélande avant de se faire attraper par des policiers. Personne n'avait entendu parler d'espionnage sportif comme cela auparavant. On a pu joindre le procureur de la République de Saint-Étienne, qui n'est pas prêt d'oublier cette affaire. L'entraîneur de l'équipe de Nouvelle-Zélande a eu son attention attirée par la présence d'un drone et a appelé les responsables de la sécurité. Et par chance, la police nationale avait au niveau des lieux d'entraînement des policiers en moto qui ont donc immédiatement pu se rendre aux abords du stade et ont vu effectivement un drone atterrir dans un endroit boisé très proche du stade, ce qui leur a permis d'appréhender en flagrant délit la personne qui a récupéré le drone en question ce jour-là. Joël Lombardi travaille depuis plus de 10 ans avec les équipes nationales. Il est ce qu'on appelle dans le jargon sportif un analyste de performance. C'est en quelque sorte un entraîneur adjoint chargé de faire des observations sur l'équipe canadienne, mais aussi sur l'équipe adverse. Depuis plusieurs années, il travaille main dans la main avec Bev Pritzman, l'entraîneuse en chef du Canada, et son adjointe Jasmine Mander, les deux autres personnes au cœur de ce scandale d'espionnage. En filmant clandestinement l'entraînement de la Nouvelle-Zélande, Lombardi espérait donc obtenir des indices pour déjouer le premier adversaire du Canada. Parmi les nombreuses sources qui nous ont parlé, il y a cet entraîneur lié à Canada Soccer, un proche de Joël Lombardi. C'est Monsieur Drone, je le connais très bien. Il est gentil comme tout. C'est un homme qui veut réussir dans le coaching et il est prêt à faire n'importe quoi pour progresser ou évoluer dans la hiérarchie. Quand le scandale a éclaté, je n'ai eu aucune surprise. Si on lui dit d'aller filmer l'adversaire, il va filmer l'adversaire. Il sait que s'il ne le fait pas, il ne va pas progresser. Après l'arrestation de son assistant à Saint-Étienne, l'entraîneuse Bev Pritzman nie d'abord toute implication. Les policiers français décident de perquisitionner la chambre d'hôtel de Lombardie et ils y trouvent de nouvelles images filmées illégalement lors d'un autre entraînement. Alors que l'intéressé déclarait être là pour la première fois et avoir utilisé un drone pour la première fois, il s'avère que les techniciens en analyse technologique de la police nationale ont démontré que le 20 juillet, c'est-à-dire 2 jours auparavant, il avait déjà capté les images d'un entraînement dans un autre stade. Selon un rapport rendu public par la Fédération internationale de soccer, ce tournage fait par Joël Lombardi, 2 jours avant son arrestation, il avait pourtant juré qu'il ne l'avait partagé à personne. Je n'ai pas estimé qu'il contenait des informations ou des éléments utiles à transmettre à l'équipe technique. Il n'existe aucune sauvegarde et la version originale a été supprimée. Des propos en réalité mensongers, car si l'on se fie au rapport d'enquête dévoilé cet automne par Canada Soccer, on apprend que les entraîneurs canadiens ont bel et bien visionné les images de l'entraînement de l'équipe de la Nouvelle-Zélande, filmées clandestinement par Joël Lombardi le 20 juillet. C'est donc une victoire. Canada 2, Nouvelle-Zélande 1. Le Canada avait donc bel et bien en sa possession des informations obtenues illégalement sur la Nouvelle-Zélande quelques jours avant une victoire brouillée par ce scandale. Dans les heures suivant la divulgation de cette nouvelle-là, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit connaître un joueur de l'équipe qui avait
assisté à des séances de visionnement qui avaient été prises par un drone au sein de l'équipe nationale masculine. Après ce flagrant délit d'espionnage, les langues se sont déliées. Cet ancien joueur de l'équipe nationale a accepté de nous rencontrer pour dénoncer ce système qui perdure depuis longtemps chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Ce qui s'est passé avec les drones aux Jeux olympiques, ce n'était que la pointe de l'iceberg de tout ce qui se passait ces dernières années. Est-ce que vous étiez au courant que ces drones-là étaient utilisés par le passé? Oui, j'étais au courant depuis plusieurs années que le sélectionneur des équipes masculines utilisait des drones pour espionner l'équipe adverse, que ce soit quelques jours ou une journée avant le match. C'est alarmant et inacceptable en même temps. Ça n'a aucun sens, c'est pratiquement de la tricherie. Il trouvait n'importe quel endroit pour tenter vraiment de faire voler ce drone-là, et ce n'était pas nécessairement facile non plus parce que les gens ne veulent pas être repérés. L'entraîneur dénoncé par cet ancien joueur, c'est John Herdman. Herdman, c'est l'entraîneur vedette du Canada depuis son arrivée à la tête de la sélection féminine en 2011. C'est avec lui que l'équipe nationale a remporté ses 2 premières médailles olympiques, et à ses côtés, il y avait notamment Bev Pritzman, qui prendra sa place quelques années plus tard. Canada Soccer lui a ensuite donné les pleins pouvoirs du programme masculin en 2018. Il serait l'architecte de cet espionnage généralisé qui aurait commencé il y a une dizaine d'années. Il mettait énormément de pression sur son staff. Le non n'était pas une option pour ceux qui manipulaient le drone. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient pratiquement mis de côté. Plusieurs sources nous ont corroboré ces informations. Elles ajoutent qu'un climat toxique se serait même installé au sein des équipes nationales. Ces 2 figures importantes de Canada Soccer ont été outrées par tout ce qu'elles ont constaté depuis une décennie. Ça a commencé chez les femmes puis chez les hommes. L'espionnage, c'était devenu un rituel, une tradition répétée sans que personne ne se pose de questions. Mais John était vénéré. Il avait le pouvoir de menacer, de contrôler et de faire ce qu'il veut. C'est culturel et obsessionnel. Des gens étaient au courant de tout. Il faut casser cette culture. Il faut que ça cesse absolument. Certains ont pourtant voulu dénoncer ces pratiques, comme cet analyste récemment embauché qui a envoyé un courriel le 20 mars 2024 à l'entraîneuse de la sélection féminine, quelques mois avant les Jeux olympiques. Tel que discuté hier en ce qui concerne la conversation sur l'espionnage, je suis sorti de la réunion avec la certitude que vous aviez compris les raisons pour lesquelles je ne voulais plus le faire. Mais je voulais juste confirmer que vous ne me demanderez pas de remplir le rôle de l'espion dans les prochains camps. Visiblement surprise par ce message, Bev Pritzman a écrit le même jour à un responsable des ressources humaines. Salut Marc, j'aimerais un conseil et ton avis concernant ce courriel formel sur l'espionnage. C'est quelque chose que l'analyste a toujours fait et je sais qu'il y a toute une opération du côté des hommes. Ça peut faire la différence entre gagner et perdre et toutes les équipes du top 10 le font. Selon nos sources, plusieurs hauts placés dans la hiérarchie de Canada Soccer étaient bien au courant de cet espionnage répété. Dans le rapport d'enquête non caviardé de la FIFA qu'on a réussi à obtenir, on y découvre que ce message écrit en mars 2024 a été transféré par les ressources humaines au chef des opérations de Canada Soccer. Est-ce que vous regrettez que des gens de la fédération aient fermé les yeux? Est-ce que quelqu'un aurait dû se lever? Oui. C'est difficile pour les joueurs, c'est difficile pour les membres du staff. Mais je pense qu'il aurait dû y avoir quelqu'un plus haut dans la sphère exécutive qui aurait dû se lever et dire « ça suffit ». Bev Pritzman a finalement dû quitter son poste d'entraîneuse de l'équipe féminine. Mais Canada Soccer refuse de dire si elle a été renvoyée ou si un accord financier a été trouvé. John Herdman a quant à lui quitté Canada Soccer en 2023 et il n'a pas participé à l'enquête commandée par l'organisation. Et le pilote du drone, Joël Lombardi, a été le seul à être condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis par la justice française. My name is Kira McCormack. I grew up in Vancouver, Canada. I'm a former professional and international soccer player. I'm also a whistleblower. I came forward to expose the cover-up by Canada Soccer of the sexual misconduct of one of my former coaches. This is Marcus Field in Limerick, Ireland. I am the CEO of the team. It's just a
A great opportunity to give back to a place that gave a lot to my own soccer career. C'est à Limerick, dans l'ouest de l'Irlande, que Ciara McCormack a terminé sa carrière sportive, avant de devenir la première femme présidente d'un club professionnel en Irlande. It's been an incredible experience, and it feels just a way to take all the negative things that I experienced in Canada and everything that I've learned and really try to make a positive impact in the club for all the players and also in the community. I chose not to do it in Canada just because I think at the end of the day, like, soccer in Canada for me will always be a traumatic thing. Si Ciara McCormack a décidé de quitter le Canada, c'est en raison notamment des agissements de son ancien entraîneur, Bob Birarda. Coach Billy was a coach that I had when I played for the Vancouver Whitecaps and when I was involved with the Canadian national team program. He was the head coach of the under-20 national team, so he was really the gatekeeper for deciding who, went through and got to play for Canada. It basically just caused a lot of abuse of power, a really toxic situation for those of us playing, and eventually it turned sexual, and it just was a really horrendous environment for players to have been a part of. Mais pendant des années, cette histoire était méconnue à la fois du grand public et de la justice canadienne. Frustrée, Ciara McCormack a alors décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour dénoncer l'inaction des autorités. I wrote the blog in 2019, and then that's when all the victims came forward. So the title of the blog was A Horrific Canadian Soccer Story, the story no one wants to listen to, but everybody needs to hear. And, I wrote it like that title is perfect because it just described exactly like it was just the level of frustration that I had at the time. C'est après sa prise de parole publique qu'une enquête judiciaire a finalement été ouverte. Bob Birarda a plaidé coupable et a été condamné fin 2022 à une peine de 2 ans pour des infractions de nature sexuelle envers plusieurs joueuses, dont des mineurs. Mais ce que Ciara continue de dénoncer, c'est la façon dont Canada Soccer a géré cette affaire. Later on, we would learn that there was so many people involved covering up the story, so we felt sick about it because we knew what he had been let go for sexual misconduct against teenagers. Richard McLaren is a legend in sports. Le juriste torontois Richard McLaren est l'un des plus grands enquêteurs dans le monde du sport. C'est lui qui avait révélé le dopage d'État généralisé en Russie. Il a également enquêté sur le rôle de Canada Soccer dans le départ de Bob Birarda. When they terminated him, they allowed him to quit for family and personal reasons, and they required some of the players to be present at the press conference, just as members of the audience. But they knew full well why he was leaving. It had nothing to do with what was being said. It had nothing to do with his family and need for holiday and personal time. But it was really a facade. It was a very important lack of transparency. Very, very important lack of transparency. And there was no particular reason that I could ever understand as to why they did it that way. Cette décision a permis à Bob Birarda de continuer d'entraîner sans que personne ne soit au courant de son passé. I saw him on soccer fields with teenage players, and you're just sick because you just don't understand how in this world this is possible. It was completely shocking to me. You don't want somebody who was predating on players within the program. You don't want to acknowledge that it was under your watch. So it's better it just gets brushed under the carpet. Selon le rapport de Richard McLaren, le secrétaire général de Canada Soccer, Peter Montopoli, mais aussi Victor Montagliani, étaient à l'époque au courant de certains agissements de Bob Birarda. Comme on peut le lire, c'est Montagliani, le vice-président de Canada Soccer à ce moment-là, qui a annoncé publiquement cette séparation mutuelle entre l'organisation et Bob Birarda. Et ce sont eux maintenant, Montagliani et Montopoli, qui sont au cœur de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au Canada. By concealing information, you make the problem worse over time, and that's exactly what happened here. Mais cette partie de l'histoire aurait pu ne jamais être connue si Richard McLaren avait accepté les demandes des dirigeants de Canada Soccer.
The natural reaction is, let's keep it behind closed doors. Nobody knows about it. They didn't want any of this to be in the public domain. And I said, I don't work that way. They didn't agree with me, but after I spoke with them, they changed their mind. Richard McLaren n'a pas été choisi pour enquêter sur ce qu'il s'est passé au JO. Contrairement à son rapport sur l'affaire Birarda, celui sur les pratiques d'espionnage commandé par Canada Soccer reste en grande partie privé et secret. Sur un rapport qui en contiendrait plusieurs centaines, seules 6 petites pages fortement caviardées ont été rendues publiques. Les personnes qui voulaient dénoncer ces actes illégaux et la pression mise sur leurs épaules devaient obligatoirement s'identifier puisqu'aucune dénonciation confidentielle n'a été autorisée dans le cadre de cette enquête. Pour certains, c'est la preuve là encore d'un nouveau manque de transparence de Canada Soccer. It's just such a bad organization, you know, and it's just like, why is it so hard to just like be transparent, and if someone did something that's not right, hold them accountable. Les joueuses de l'équipe nationale en ont eu assez de cette opacité. Quelques mois avant les JO, une trentaine d'entre elles ont décidé de saisir les tribunaux en Ontario pour s'attaquer au conseil d'administration de Canada Soccer et dénoncer l'entente commerciale entre leur fédération et une compagnie privée. Un geste rarissime dans le sport professionnel. Elle réclame 40 millions de dollars. Je comprends énormément ce ras-le-bol-là. L'humiliation, elle est financière, mais elle est aussi dans la tricherie. Et c'est ça qui compose aussi le soccer au Canada depuis la dernière décennie. Dans tout le pays, des voix s'élèvent désormais pour qu'une véritable enquête fédérale soit lancée sur Canada Soccer, un an avant la Coupe du Monde co-organisée au Canada. The first ever men's FIFA World Cup match to be hosted in Canada will be held in Toronto. There's so much public money with Canada Soccer. There's so much public money with the 2026 World Cup coming to Canada. These are things that affect our reputation as a country. We can't just keep moving forward, because if you just investigate the tip, you're not going to get to what is beneath the surface. Je crois que vraiment le gouvernement devrait regarder à Canada Soccer, ça c'est sûr. Canada Soccer a besoin des personnes compétentes et dévouées qui ne sont pas là pour enrichir leurs propres intérêts. Ce qui est le plus choquant, c'est le laxisme de Sport Canada. S'ils ont pu opérer en toute impunité durant plusieurs années, voire des décennies, c'est parce que ceux qu'on pensait qui étaient les chiens de garde n'ont pas fait leur travail. À Ottawa, la ministre des Sports en fonction avant le dernier remaniement du gouvernement n'a pas accepté de s'entretenir avec nous. De son côté, Canada Soccer nous a dit par écrit travailler activement pour revoir son entente avec la firme privée qui détient ses droits commerciaux. La fédération indique aussi avoir mis en place de nouveaux systèmes de gouvernance et promet plus de transparence. Mais Canada Soccer a refusé notre proposition d'entrevue. I think soccer in Canada deserves better. I think people just want to play soccer, and I just think it's really sad when you have so many issues like Berarda, the CSB deal, the drone situation. Like, I think it just shows that there's very big problems and require solutions. And yeah, it is sad that that's, you know, what the legacy of Canada Soccer has been for the last 20 years.